Eh bien alors, maintenant, la parole est à vous. Séquence numéro 3, le débat, le grand débat. Régis Gulon, architecte et juriste. Je me pose la question de l'utilité du maintien du permis de construire dans le code de l'urbanisme, puisque ce qu'on a entendu depuis le début de la réunion, c'est de plus en plus de réglementations ou de possibilités d'expérimenter par rapport aux règles de construction. Or, actuellement, le permis de construire est régi par le code de l'urbanisme et pas par le code de la construction. D'où une possibilité qui consisterait à prévoir un permis d'aménager ou un permis de renouveler très simplifié qui ne traiterait que du gabarit urbain et pas des règles de construction. Et puis, dans une seconde phase de l'étude du projet, un permis de construire au sens strict qui validerait toutes ces règles de construction, y compris les dérogations que vous envisagiez. C'est une proposition. Merci de cette suggestion. C'est vrai qu'au stade où on en est, on peut regarder bien sûr l'ensemble de l'enchaînement de ce qui encadre l'acte de construire. Voilà. Et effectivement, on peut se poser des questions. Et la vérité m'oblige à dire que le permis de construire tel qu'il est, en réalité, il est quand même très centré, même si dans la réalité de l'examen, il est très centré sur l'occupation des lieux et l'usage des sols, en fait. Il n'est pas tant que ça centré sur la construction, même si on essaye de lui faire véhiculer des choses sur la construction. C'est pas si vrai que ça, enfin, si on veut bien réfléchir un peu librement. Donc, merci de votre suggestion. Et ça mérite certainement qu'on y réfléchisse parce qu'on n'est pas hostile du tout. J'en profite pour le dire, effectivement, à faire évoluer d'autres pans de la réglementation suivant des choses qui seraient plus simples. Évidemment, notre objectif toujours, c'est d'aller quand même vers des choses plus simples et pas vers des choses plus compliquées, mais pourquoi pas. Merci en tout cas de cette suggestion. Bien, on va essayer de grouper quelques questions. Bonjour, Louise François de AREP. J'avais une question sur les démarches de réemploi qui se développent beaucoup. Enfin, on en parle en tout cas beaucoup. Elles sont très difficiles à mettre en œuvre parce que nouvelles et on travaille avec des matériaux qui sont par définition anciens et donc on ne sait pas forcément quelle qualité ils ont. Et donc les réintégrer dans des bâtiments neufs, c'est très compliqué et de certifier leur qualité et d'atteindre des résultats. Et je voulais savoir si ces démarches de réemploi faisait partie du permis d'expérimenter et était pris en considération. Jérôme Bertrand, Vinci Construction France. Je suis désolé pour l'écho. Le premier, il y avait une remarque sur la nécessité, enfin, en tout cas l'antagonisme entre l'innovation d'un côté et le manque de retour d'expérience. Je voulais savoir quelle était la position des assureurs sur ce sujet-là, puisqu'on pouvait vite avoir des points de blocage. Et la deuxième, j'ai foncièrement mal compris, puisque j'ai entendu un prix défiant taux de concurrence sur des immeubles dans Paris. Mais pour une coque vide, et je suis vraiment provocateur quand je dis ça, pour une coque vide avec billet d'une façade, c'est presque un peu cher aussi quand même. Donc c'est que j'ai forcément pas dû comprendre le prix de vente. Merci. L'agence Holzweg, architecte sur Paris. Moi j'ai une petite question juste sur les organismes indépendants du projet, les fameux attestateurs. Est-ce qu'ils vont être formés spécialement? Enfin, comment va se faire le suivi de ces fameux attestateurs? Parce que si c'est les mêmes qui aujourd'hui font les conditions normatives, il va falloir qu'on trouve un moyen qui sorte un peu des niveaux de définition de leurs normes pour pouvoir ouvrir un peu le débat que vous évoquiez. Bonjour, Alexandre Genot, Pitch Promotion. Je m'interrogeais sur la portée juridique et l'opposabilité finalement de cette attestation d'équivalence. Comment elle va être appréciée par rapport aux autorités qui vont délivrer les permis de construire? Est-ce qu'elle peut être contestable? Est-ce que la ville peut dire cette attestation ne me convient pas ou voilà. Donc ça, c'est la première sous-question. Et la deuxième, c'est vis-à-vis des recours des riverains. Quelle sécurisation juridique qu'on peut avoir quand bien même la ville nous aurait délivré le permis et quels sont finalement les leviers que nous, opérateurs, on va pouvoir avoir si jamais on a un recours par rapport à cette attestation d'équivalence. Alors, première série de réponses, je crois que vous réagissiez tous les deux là sur l'économie circulaire, non? Ou le réemploi? Oui. Non, mais tout simplement parce que c'est un sujet qui nous occupe aussi sur un bâtiment en ce moment et qu'effectivement, peut-être que dans le cadre du permis d'expérimenter, ça peut faire l'occasion voilà, ça peut faire projet.
Le réemploi et les nouveaux matériaux aussi. Quand on a travaillé sur notre projet de musée à La Réunion, on a voulu faire une structure en bambou, par exemple. Et c'était pas possible parce que le bambou est considéré comme une herbe en France, alors que dans toute l'Asie, elle est considérée comme structure. Et après, il existe quand même des ATEX, non? Alors, en quoi est-ce que cette nouvelle démarche se substitue, ou pas d'ailleurs, ou complète les avis techniques expérimentaux? Clairement, ça ne va pas se substituer. En tout cas, vous aurez du mal à démontrer que vous obtenez les mêmes performances sur des matériaux qui ne sont pas du tout caractérisés. Enfin, ça dépend de l'emploi. Ça dépend du rôle que joue ce matériau dans l'objet. Parce que finalement, c'est un projet. Comme disait Agnès, c'est un grand ensemble et il ne faut pas tout découper en appartements, sinon ça ne marche pas. Mais en attendant, dans le cas où on a des matériaux qui vont jouer des rôles, par exemple en structure ou dans la résistance au feu, s'ils ne sont pas caractérisés du tout, on aura du mal à trouver quelqu'un qui délivre une attestation pour dire que ça remplit la même solution. Mais là-dessus, au passage, je pense que le bambou, c'est intéressant. On essaye de travailler avec les filières qui proposent des matériaux nouveaux, justement pour qu'elles les caractérisent. Donc on a beaucoup travaillé avec le chanvre, par exemple, ou avec la paille, etc., pour avoir justement suffisamment de caractérisation, pour pouvoir les utiliser pour rassurer les assureurs, parce que notre objectif là-dedans, c'est quand même que la décennale soit bien délivrée, hein, avant toute chose, parce que les caractéristiques mécaniques, finalement, ne sont pas toujours si compliquées à démontrer. Mais la question se pose peut-être pour le bambou. J'avoue que c'est la première fois qu'elle ne... Enfin, moi, je l'avais encore jamais entendu. Alors, sur le bambou, je vous propose d'aller à l'école d'architecture de Rouen, qui a un doctorant actuellement qui travaille sur le bambou. Moi, je voulais juste compléter, vous parlez des avis techniques, ça fait porter quand même des très grands risques sur les projets. Alors, nous, on travaille sur une tour en bois dans le 13e arrondissement, par exemple, qui est soutenue par Adivbois, qui est une association, donc on sait que les avis techniques seront soutenus et qu'on a de fortes chances de les obtenir. Mais partir sur un projet en bambou et espérer que grâce à des avis techniques, vous allez pouvoir le faire, enfin, même pour nous, c'est trop de risques. Et puis, je pense que faut que je réponde sur le prix du logement, ou c'est pas très intéressant, non? Si. Non, c'est pas... Juste pour... Enfin, c'est très bête. Premièrement, le prix dont je parlais est un prix finition comprise, enfin, aménagement terminé. Et deuxièmement, le prix du marché aujourd'hui, dans le 13e arrondissement, c'est entre 11 et 12 000 euros du mètre. Donc même à 8 000, les gens généralement n'aménagent pas pour 3 000. Enfin voilà, pendant que j'ai fini, c'est pas... Voilà. Désolé pour cet aparté. Peut-être je voudrais dire un mot sur le réemploi. Et donc ça fait écho à ce que disait Max Castro sur l'importance pour en fait le privé d'endosser des responsabilités. Donc ça, je pense que, en effet, la question n'est pas, comme tu l'as dit, de transférer des compétences, mais bien de prendre des responsabilités, et les responsabilités en particulier vis-à-vis des engagements environnementaux. Donc les engagements environnementaux qui poussent quand même à investiguer la question du réemploi de matériaux, c'est évident, et qui poussent aussi les territoires à se doter d'un certain nombre d'outils pour mettre en place des filières de réemploi dans des conditions qui sont des conditions acceptables, évidemment, au regard d'un certain nombre de sujets, eh bien, c'est un sujet qui est aussi exploré par des collectifs d'architectes, donc le fameux collectif Bellastock, qui a été très, très initiateur dans ce domaine, et qui s'est tourné vers les enseignants des écoles d'architecture, précisément pour appeler à leur attention précisément les responsabilités qui sont celles, cette fois-ci, des enseignants et des chercheurs, pour trouver des solutions et pour proposer des solutions à cette problématique du réemploi, qui est déjà extrêmement connue, j'ai envie de dire, dans le domaine du patrimoine, puisque dans le domaine du patrimoine, on a besoin parfois de réemployer un certain nombre de matériaux pour retrouver la caractéristique des bâtiments en fonction de leur qualité patrimoniale. Mais dans le bâtiment patrimoine du 20e, il va falloir très sérieusement y songer de façon plus sérieuse, de telle sorte qu'on puisse continuer à avoir parfois des factures, là je ne veux pas dire de factures au sens prix, mais des factures au sens modénature architecturale qui ont parfois un intérêt, mais dont,
par exemple, les performances thermiques ne sont pas très bonnes. Et donc, on a une question sur le réemploi d'un certain nombre de structures ou de seconde œuvre, en particulier du second œuvre, qui peuvent être intéressantes à réfléchir, mais dont les performances techniques nécessitent d'être améliorées. Et là-dessus, il y a un champ de recherche appliqué très important. Prendre une dernière... Quand même quelques compléments sur les ATEX. C'est bien un outil complémentaire de la démarche du permis. Parce que les ATEX, comme ça a été dit, ça caractérise le matériau qui va venir après s'inscrire dans le bâtiment. Donc on n'a pas cette dimension bâtiment au travers de l'ATEX. Et n'oublions pas que c'est là aussi pour des solutions, des technologies non traditionnelles. Et c'est aussi un lien très fort avec la norme, ce qui n'est pas normé par des DTU, par des... Pour le réemploi, effectivement, il y a vraiment une vraie porte qui s'ouvre pour pouvoir valoriser le réemploi au travers de comment on inscrit, quelles caractéristiques on donne à ces matériaux dans le cadre de la réglementation, la thermique, l'acoustique et la future réglementation environnementale des bâtiments, par exemple. La chose réemployée en soi aura très peu d'impacts environnementaux puisqu'elle est récupérée sur place. Donc on mettra très peu d'empreintes carbone. Ça, on va le définir dans la future réglementation environnementale. Là, pour le coup, on essaie de faire de l'innovation dès le départ dans la réglementation et pas forcément en activant un permis d'innover. Et sur le recyclage, je voudrais quand même rappeler que l'enjeu est aussi au niveau des normes. Les normes, la norme béton, par exemple, limite le taux de recyclage de granulats de béton qu'on peut avoir pour fabriquer du nouveau béton. C'est pour ça qu'en France, on ne recycle pas du béton pour faire du béton, mais on recycle du béton pour le mettre en sous-couche routière. Donc il y a aussi, là, l'enjeu, il est surtout de normalisation. Alors, on va passer à la réponse sur la deuxième partie, qui est sur le rôle et la qualité des attestateurs. Et au passage, je voudrais juste dire que j'ai interrogé la MAF, Mutuelle des Architectes Français, hier, parce que la question de situation s'était posée. Pour eux, le dispositif leur va bien. À partir du moment où il y a un tiers qui va délivrer, la seule question qu'on peut se poser, nous, acteurs de la construction, c'est on est encore en train d'inventer un nouvel acteur, comme si on n'avait pas assez autour de l'opération. Nouvel acteur, parce que justement, je vous avais vu la liste, c'est déjà des professions qui existent. On n'a pas créé une nouvelle profession réglementée d'attestateur, hein, loin de là. Les assureurs sont bien rassurés, pour le coup, parce qu'ils ont été associés très en amont. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup insisté pour avoir un contrôle, une vérification plus qu'un contrôle ex ante. Donc, avant que le dépôt de permis de construire soit déposé, pour bien vérifier, tel un garde-fou, qu'on a bien une équivalence d'application de la réglementation. Et puis à la fin, est-ce que ce qui devait être mis en œuvre a bien été mis en œuvre? Et il y a même... donc on a vraiment ces deux... En amont et en aval, ça a été vraiment demandé par les assureurs. Voilà. Et globalement, c'est vrai qu'ils sont très partants. Ils sont vraiment associés à la démarche. Sur les contentieux d'un tiers qui pourrait... je rappelle que lorsqu'il y a une solution d'effet équivalent pour un domaine ou pour quelque chose qui est inclus dans une réglementation dans un domaine, il faut aussi respecter tout le reste de la réglementation. Et ça, on déroge qu'à une toute petite partie. Et enfin, sur ce sujet, je voudrais quand même rappeler que toute solution d'effet équivalent est soumise au même principe assurantiel de la garantie décennale, du dommage ouvrage, enfin de tout le processus classique de la construction. Ça embarque tout avec. Et enfin, sur l'histoire des attestateurs qui pourraient être zélés, c'est ce que j'ai compris au travers de la question, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe, hein, voire même le politique. Notre ministre est aussi préoccupé de ce sujet. Il pense qu'il faut qu'il n'y ait pas de contrôle à outrance. Hein. Donc nous, on a bien cadré les choses dans le décret, les pièces que doit demander l'organisme, le tiers organisme, mais aussi il doit être transparent sur le délai d'instruction de son dossier. Et voilà, il peut dans son contrat qui signe, enfin dans la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et l'attestateur, il peut y avoir mention du délai maximal qui ne doit pas être dépassé pour délivrer l'attestation. Sinon, ça peut évidemment déraper. Vous voulez compléter? Oui, j'ai complété. Donc, bonjour à tous, Simon Robin, du bureau de la qualité de la construction.
sur les attestateurs, et en fait, moi j'ai compris la question un petit peu différemment, et pas le fait qu'ils soient zélés. Il faut toujours avoir en tête que les attestateurs, enfin les organismes qui délivrent les attestations, on ne les impose pas en fait aux constructeurs. C'est vraiment le maître d'ouvrage qui va chercher un organisme qui veut bien endosser ce rôle. Donc en fait, à partir du moment où il accepte d'endosser ce rôle, on peut estimer qu'il va être un petit peu ouvert sur la solution qu'on va lui présenter et qu'il va effectuer un travail d'analyse vraiment critique et essayer d'être constructif dans sa démarche. Donc a priori, il ne va pas être bloquant. À partir du moment où il accepte la mission, il ne devrait pas être bloquant, il devrait être plutôt constructif sur ses projets. Tellement constructif que il y a des moments, c'est un peu borderline de se dire on est dans un ressort d'exigence de moyens où on est déjà écrit dans une logique de résultat. C'est un peu limite, on ne sait pas trop parfois. Et ça va être tout le rôle de l'attestateur de se poser cette question assez innovante en soi. Est-ce que finalement ça, c'est écrit dans la réglementation comme une logique de moyens? Est-ce qu'on peut y déroger? Et comment c'est vraiment à chaque fois, il y aura un cas particulier à regarder. Comment le maître d'ouvrage, il a apporté la preuve de l'atteinte de l'équivalence de la performance? On parlait des laboratoires de recherche universitaires. Est-ce qu'ils peuvent aussi s'improviser attestateurs de ces procédés? En fait, on les a pas identifiés comme tels, mais c'est peut-être une erreur de notre part. En tout cas, nous, on a identifié vraiment la liste. Donc, on vous a présenté CSTB, CEREMA, contrôleur technique. Sur les algues, ils sont peut-être mieux placés qu'un contrôleur traditionnel. Exactement, en fait. Et c'est peut-être l'innovation, comme on le rappelle, ce permis d'expérimenter, c'est pour aussi constructeurs et maîtres d'ouvrage d'expérimenter des solutions techniques, mais c'est aussi une manière pour nous d'expérimenter cette nouvelle manière de faire les règles de la construction et toute la procédure qui va avec, en fait. Donc si on a oublié un champ où effectivement les labos de recherche qui pourraient avoir un rôle à jouer là-dedans, qu'on a peut-être un peu occulté, ça serait peut-être l'occasion dans la réécriture des règles de la construction, où on va entériner un peu ce processus, de repasser ça au crible et peut-être de les embarquer aussi. On rappelle quand même que la durée de vie du permis d'expérimenter est assez courte, c'est moins d'1 an maintenant, mais vous verrez quasiment pas la transition parce qu'on va inscrire dans le code directement le protocole où on pourra effectivement réfléchir à ces ajouts d'organismes pouvant évaluer. Merci. Les deux dernières questions dans la salle. Philippe Cortès, je suis consultant. Je voulais savoir si en fait ces expérimentations vont quand même permettre aussi, au passage, d'ouvrir la voie sur donc les permis de construire classiques, sur l'usage de nouveaux matériaux. Je pense en particulier aux panneaux solaires et aux crispations que ça crée trop souvent auprès des ABF. Et ça, aujourd'hui, à mon sens, c'est une grosse source finalement d'autocensure, j'allais dire, de la part de ceux qui veulent construire, aussi bien à titre individuel que de nombreux architectes qui finalement n'osent pas forcément aller vers ces types de produits nouveaux. Et même d'ailleurs, derrière ça, avec des usages qui vont être un petit peu différents aussi. Et donc aujourd'hui, sur ces sujets, j'ai l'impression qu'on perd pas mal de temps. Et peut-être qu'il faudrait un petit peu mieux expliquer finalement la convergence qu'il va y avoir entre les aspects de patrimoine et ces aspects d'innovation. Alors oui, bonjour, jeune architecte diplômé. J'aurais une question sur qu'est-ce qu'il en serait du réemploi direct de bâtiments vacants ou à avoir abandonnés, notamment avec ce permis d'expérimenter et qui permettent l'activation directe de ce genre de lieu. Bon, on connaît à l'heure actuelle les heurts par rapport au format des contrats d'occupation, donc c'est bail, etc. Et se heurtant aux contraintes des normes de sécurité, etc. Alors, sur la patrimoine et innovation, c'est un vieux sujet. Voilà, ça va permettre peut-être de pousser plus loin les réflexions. Ce permis, on va voir, mais je veux dire, après, il y a un système en France qui explique peut-être que c'est un des premiers pays de destination, c'est sa qualité de ses paysages et de ses architectures. Donc c'est le rôle des architectes de bâtiments de France. On sait bien pour quelques projets que c'est parfois difficile, une contrainte, puis on est bien content aussi d'apprécier des belles constructions. Moi, je ne sais pas dire autre chose là-dessus, on verra, quoi. Le sujet est très ancien, c'est pas ça qui va tout bouleverser. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. J'aurais juste voulu dire une chose, c'est que je suis tout à fait d'accord, on protège tellement notre patrimoine qu'on n'est pas en train de construire le patrimoine qui fera venir les gens dans 100 ans ou dans 200 ans, si on se pose la question. Je veux dire, en tout cas, ça mérite d'être posé. C'est-à-dire quand on a vu ce que ça a pris pour refaire un bâtiment sur la rue de Rivoli, la Samaritaine par exemple, et ce que ça a pris pour y arriver avec un des plus grands architectes au monde,
même si peut-être que le résultat n'est pas finalement le résultat. Mais la question du lien entre patrimoine et innovation est non, mais fondamentale quand même, parce que c'est aussi ce qui rend si dur de construire en France parfois. C'est le lien entre qu'est-ce qu'on peut faire à côté d'un grand patrimoine. À l'autre question sur le bâtiment vacant, moi j'ai eu le sentiment que Max Castro avait répondu tout à l'heure en disant qu'il y a justement un très grand intérêt à se préoccuper de ces bâtiments, parce que dès qu'on est dans le registre de la réhabilitation, on n'est pas obligé d'aller appliquer la réglementation nouvelle, on doit juste ne pas dégrader. Donc, on doit... Oui. Non, mais vous avez raison, on doit améliorer, et je dirais même, mais c'est... je pense qu'on appliquerait une grande partie des dispositions qu'on a sur les principes de réhabilitation de bâtiments à la construction neuve, et on pourrait s'affranchir. En fait, on n'est que dans du dérogatoire quand on est dans de la réhabilitation, quasiment sur les questions d'accessibilité, d'incendie, qui sont les trucs qui nous empêchent le plus d'essayer des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute la politique sur la transformation des bureaux en logement, elle est aussi là parce qu'elle permet de faire des choses très différentes. C'est ce qu'on a fait avec Anouk sur Nuage, par exemple. Du côté du ministère, on a des... Non, moi, je ne sais pas répondre à la dernière question, et en particulier savoir si nos dispositifs permettent de s'affranchir de certaines règles de sécurité. Pardon, parce que j'ai compris la question comme ça, peut-être un peu trop crûment. En tout cas, le dispositif ne permet que de trouver d'autres moyens pour satisfaire ces impératifs. Voilà, il permet que ça. Mais dans certains cas, c'est suffisant, parce que peut-être, je pense que vous avez des cas de figure où la forme d'obligation de moyens précise vous empêche de faire la réutilisation, la réactivation du bâtiment, comme vous le dites. En attendant, même dans notre concept, il faudrait être capable de prouver que pour l'utilisation future, on est bien dans des conditions qui permettent de garantir la sécurité ou d'atteindre les résultats de sécurité qui sont ceux ciblés par la réglementation. Voilà. C'est pas un truc qui nous débarrasse, pardon, je le dis comme ça, de la réglementation. Juste, ça la transforme en des principes et des objectifs au lieu d'être des moyens que vous devez utiliser. Martin, et puis après Denis Burkel pour le mot de la fin. Oui, alors on parle beaucoup de transversalité, on est à quelques jours ou semaines en tout cas des élections européennes. On a vu quelques exemples de ce qui pouvait se faire chez nos voisins qui sont encore interdits chez nous. Comment est-ce que vous voyez l'intelligence collective que les différents pays européens pourraient développer sur ces différentes normes et réglementations? Parce que ce que fait l'un ou l'autre devrait nous servir aussi. Et probablement qu'on est encore beaucoup trop cloisonné là-dessus. J'en profite d'ailleurs pour dire que le prix AEMO de cette année est un prix français et belge. Et donc, on va s'intéresser à ce petit pays qu'est la Belgique, mais qui est aujourd'hui une des scènes architecturales les plus intéressantes. Voilà, je referme la parenthèse, mais tout ça pour dire que le décloisonnement, il doit aussi être au niveau de nos institutions et de nos frontières. Je veux dire un mot là-dessus. Alors, cet exercice, qui n'est pas un exercice de style que nous faisons en reformulant la réglementation, c'est un énorme exercice de décloisonnement. C'est-à-dire que ça ne se voit pas, mais ça a donné lieu à une quantité phénoménale d'interactions entre des départements qui sont chargés de sujets divers et qui ne partagent pas tous le même enthousiasme pour cette nouvelle façon de voir les choses. Donc, je veux dire que le concept même a forcé ce que vous dites, en fait. Et donc, les clients dont vous parlez, avec lesquels vous avez eu l'occasion de discuter, notamment sur vos projets, je pense à tous les deux, on a beaucoup discuté avec eux, mais beaucoup. Et donc, effectivement, ce projet a fonctionné grâce à cette transversalité un peu imposée par la finalité. Mais à la fin, je dirais que la personne publique, on va dire la collectivité nationale, l'État a décidé qu'il fallait le faire et qu'il fallait aller dans cette direction, y compris en forçant des résistances. C'est très clair, il n'y a aucun doute là-dessus, mais le résultat est positif et que j'espère que ça permettra effectivement de faire des choses plus larges. Après, la comparaison avec les autres pays européens est toujours intéressante, mais comme a dit Agnès, il y a la géographie, l'histoire, la culture qui font que les modes de vie, la façon d'habiter, la façon de vivre dans une ville n'est pas exactement la même. Moi, j'étais élevé en Allemagne. Je ne tiens pas spécialement à ce que mon logement français devienne comme un logement allemand, parce qu'il y avait une autre façon de vivre avec un chauffage dément l'hiver, comme en Finlande, des façons de vivre totalement différentes. Voilà, donc c'est super intéressant le benchmark.
Mais le plus intéressant, c'est que nous, on arrive à déployer nos potentialités sans être non plus en s'intéressant aux exemples intéressants, mais sans en faire notre seul viatique. Je rappelle, avant de laisser la parole à Denis pour le mot de la fin, que 80% des normes, en tout cas pour parler des normes, sont issues de normes européennes. Hein. Je parle des normes de construction. Voilà, donc de toute façon, si on veut faire bouger ces choses-là, il va bien falloir sortir du cadre strictement franco-français. Non, juste un mot pour dire que vous nous avez fait le coup du bambou, pas tout à fait le coup de bambou, et que dans tout ce maelstrom de nouveautés et de changements de culture, j'ai aussi relevé qu'on annonçait bientôt la fin du permis de construire. C'est bien ça, monsieur le directeur, j'ai compris. Non, pas tout à fait. En tout cas, c'était une soirée, je trouve, très stimulante et qui décrassait pas mal de choses. Merci à vous tous, dans la salle et autour de la table, d'y avoir participé. Merci beaucoup, très bonne soirée.